Bonjour, je suis Chris Burns et bienvenue dans The Network, un débat intense en réseau avec ceux qui font l'actualité, les titres. Après les élections en Grèce, les politiques d'austérité dans la zone euro subissent de nouveau l'épreuve des urnes, cette fois-ci au Portugal où la croissance est de retour après de douloureuses réformes. Le scrutin du 4 octobre pourrait voir le centre-gauche et le centre-droit auquel appartient le gouvernement remporter environ un tiers des voix. Le Parti communiste pourrait être un faiseur de roi. Les communistes pourraient profiter du mécontentement sur le taux de chômage à 12% dans le pays. Près de 20% de la population vit à la limite de la pauvreté, un record depuis 2004. Tel un contre-coup de la rigueur, le gouvernement portugais sera-t-il renversé? Comment peut-il persuader un électorat fatigué des restrictions budgétaires de le soutenir? Connecté dans cette édition, ici au Parlement européen à Bruxelles, Paulo Rangel, vice-président du groupe du Parti populaire européen et membre des sociaux-démocrates au pouvoir au Portugal. Marisa Matias, eurodéputée de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique et membre du bloc de gauche au Portugal. Et Pascale Johannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, un think tank installé à Bruxelles et à Paris. Une première question pour vous tous, mais d'abord pour Paulo Rangel. Le Portugal renoue avec la croissance, mais la pauvreté et le chômage sont encore très élevés et plusieurs centaines de milliers de jeunes ont quitté le pays ces dernières années sur une population de 10 millions d'habitants. Comment un gouvernement peut-il survivre dans ces conditions ? Eh bien, le gouvernement va survivre. Nous allons survivre parce qu'on était dans une situation très difficile de faillite et nous avons amélioré les choses. On avait un taux de chômage de près de 18%. Aujourd'hui, on est à 12%. Ça n'a rien à voir avec le taux que nous avions avant que la Troïka n'arrive au Portugal. Il y a un changement d'humeur générale dans le pays. Et aujourd'hui, les gens se rendent compte que ça valait la peine de faire tous ces efforts. Marisa, quelle est votre position? Comment le gouvernement peut-il survivre? Je pense que c'est ce que nous avons vu à l'instant. C'est de la science-fiction, de la propagande. On nous rabâche toujours les mêmes données. En réalité, le taux de chômage ne baisse que de manière tout à fait factice. Ok, Pascal? Je pense qu'il est possible que le gouvernement survive parce qu'on a constaté il y a 4 mois au Royaume-Uni que l'équipe sortante a été réélue. Et il y a quelques jours, Alexis Tsipras a aussi retrouvé son poste. Dans les faits, le gouvernement a mené des réformes. Le Portugal en a fini avec le plan de sauvetage international. La tendance est à la reprise. La note souveraine du Portugal est aujourd'hui de BB+. Elle a été relevée d'un cran par Standard & Poor's il y a quelques jours. Donc il est possible que les électeurs portugais disent « Ok, vous restez au pouvoir ». L'an dernier, le Portugal est venu à bout du programme de sauvetage de 78 milliards d'euros après des baisses dans les salaires et les pensions et des hausses d'impôts. Il est retourné sur les marchés financiers et emprunte aujourd'hui à des taux extrêmement faibles. Mais à quel prix pour le pays? Marisa. Le prix à payer est immense parce que le plan de sauvetage était destiné à réduire la dette publique et le déficit. Or, la dette s'est beaucoup creusée ces dernières années. On est passé d'environ 90 à 130% du produit intérieur brut aujourd'hui. Paulo, comment faire en sorte que les électeurs continuent de vous soutenir? Ce que je voudrais souligner, c'est que le prix à payer était réel. Les gens ont dû faire d'énormes sacrifices. Mais à la fin de ce programme, ils ont commencé à voir que nous étions en train de nous rétablir. Je vois Marisa hocher la tête. Oui, parce que c'est faux. La vie des gens ne s'est pas améliorée. Peu importe les nombreux chiffres que l'on veut essayer de mettre en avant. Les améliorations ne sont pas réelles. Il faut se rendre compte que l'Espagne se redresse, l'Irlande se redresse, le Portugal se redresse. Donc ceux qui ont fait des efforts sont maintenant dans une bonne dynamique. Même le Royaume-Uni en est un bon exemple. Je me tourne vers Pascal. Comment voyez-vous les choses? J'ai le sentiment que les Portugais ont fait une partie des efforts. La reprise est là, même si l'économie est encore fragile. La reprise est là et peut-être que les électeurs vont se dire « Ok, vous avez mené tant de réformes, vous devez continuer et finir le travail. » Ok, mais il y a beaucoup d'indécis, en gros un tiers des électeurs. Comme dans de nombreux pays. Mais quand on regarde les sondages, on peut dire que ce n'est pas si évident d'affirmer que l'opposition va gagner parce que le gouvernement aurait échoué sur la reprise économique. Mais il n'y a pas eu de réformes structurelles, il n'y a pas eu de consolidation fiscale, je suis désolée. S'il se passait quelque chose de manière inopinée, on serait inquiet.
incapables de faire face. Et Paolo le sait bien. Si je peux intervenir, bien entendu, nous n'avons pas mené les réformes structurelles que le bloc de gauche et les communistes veulent. Bien entendu, nous ne voulons pas sortir de la zone euro. Mais on ne veut pas sortir de l'euro. On ne peut pas faire en sorte qu'une grosse part de notre dette s'envole d'un coup de manière simple. C'est impossible. On a réformé le marché locatif, le marché de l'emploi, le système judiciaire, le système de santé, l'éducation. Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire. C'est pour ça qu'on fait confiance aux électeurs, pour qu'ils nous soutiennent en vue du prochain mandat. Pascal, pouvez-vous nous donner une vision neutre, espérons-le, de l'ampleur passée et future de ces réformes ? On doit se rendre compte que le Portugal était très fragile il y a quelques années. Et le pays ne vit plus avec le plan international. Donc s'il réussit à le faire, c'est parce que son économie va mieux. Lors d'un débat télévisé, le dirigeant socialiste Antonio Costa a reproché au Premier ministre de centre-droit Pedro Passos Coelho d'avoir échoué à réduire la dette du pays et d'avoir baissé les salaires des fonctionnaires. Le Premier ministre lui a rétorqué que le précédent gouvernement mené par les socialistes avait doublé la dette. Qui a gagné ce face-à-face, Paolo ? Eh bien, il est clair qu'évidemment, quand on a un plan de sauvetage qui nécessite d'emprunter 78 milliards d'euros, on creuse la dette à court terme. Donc, elle ne commence à se réduire que maintenant. C'est normal. Et comme vous le savez, une grande partie de la dette n'était en réalité pas prise en compte dans les chiffres officiels parce qu'elle émanait des entreprises publiques. Donc, on a épuré tout le système. Et aujourd'hui, on est en capacité de commencer à réduire la dette de manière très conséquente. Marisa, vous n'êtes pas d'accord ? Il n'y a pas un seul des objectifs du plan de sauvetage qui ait été atteint. Pas un seul. Pendant 4 ans, ils ont dit que la dette allait baisser. Le niveau de dette qui était visé dans le programme était de 114%. Il est aujourd'hui à 130%. Pour ma part, je mettrais le centre-droit et le centre-gauche au même niveau. Parce que la crise a commencé sous un gouvernement socialiste avec M. Sokrac. Elle a commencé avec lui, pas avec le gouvernement actuel. Et ce dernier a hérité de la situation. Donc ceux qui sont dans l'opposition, bien sûr, c'est avec eux que tout a commencé. Et en plus, ils sont affaiblis par les problèmes de M. Sokrac avec la justice. Ok, dernière question. Et si Antonio Costa et sa coalition arrivaient au pouvoir, il a promis de faire machine arrière sur les politiques d'austérité, d'en finir avec la braderie des actifs publics, d'abroger les lois sur les embauches et les licenciements. Est-ce que ça pourrait faire fuir les investisseurs? Et le gouvernement pourrait-il être forcé par l'Union européenne, la zone euro, de mener certaines politiques à moins de risquer la catastrophe comme M. Tsipras a été obligé de le faire? Marisa. En Grèce, il y a eu un énorme chantage. Tous les citoyens savent aujourd'hui que si on veut avoir une forme de démocratie et continuer de voir l'Union comme une union de pays démocratiques, il faut que les pays aient une marge de manœuvre dans l'application des mesures. Mais honnêtement, le choix au Portugal ne doit pas se faire entre les deux formations de la coalition actuelle et le Parti socialiste. Ces 3 partis sont responsables de la situation actuelle. Paolo, quel est votre avis? Je suis très inquiet de ce que le programme de Costa, les plans des socialistes, prévoit. On a fait ce qu'il fallait. Donc maintenant, il faut être très prudent. On veut amplifier les choses et améliorer la situation, mais de manière cohérente et prudente. C'est pour ça que nous sommes très différents des socialistes qui veulent risquer tous ces efforts et tous les sacrifices que nous avons faits pour aboutir à la situation actuelle qui est bien meilleure qu'il y a 4 ans. Pascal, un dernier mot? Le scrutin est très ouvert, mais les dernières élections dans d'autres pays ont montré que quand la coalition au pouvoir et l'opposition sont très proches dans les intentions de vote, le gouvernement sortant gagne, comme au Royaume-Uni et en Grèce dernièrement. Donc je crois que ce sera peut-être de nouveau le cas, mais c'est très ouvert. C'est très ouvert, effectivement, Pascal. C'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais remercier nos invités, Paolo Rangel, Marisa Matias et Pascal Joannin. C'était Chris Burns et à bientôt pour une prochaine connexion à The Network.